Dominique Dunne était une jeune femme de 23 ans, mais également une grande promesse pour le cinéma hollywoodien. En 1982, elle venait d'avoir son grand rôle dans le film d'horreur Poltergeist. Malheureusement, il s'avérera que ce film sera en réalité son dernier. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Dominique Dunne, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire qui est quand même un petit peu connue. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, en tout cas, je l'ai découverte il y a peu de temps et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler sur cette chaîne. Surtout que, comme d'habitude, c'est une histoire qui m'a quand même fort touchée. Avant de commencer, j'en profite comme d'habitude pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Dominique Helen Dunne est née le 23 novembre 1959 et a grandi aux États-Unis, à Los Angeles, en Californie. Clairement, Dominique venait d'une famille assez privilégiée. Sa mère, Helen Griffin, avait hérité d'un ranch et son père, Dominique Dunne, était journaliste d'investigation et producteur. De plus, elle était la nièce de John Gregory Dunne et Joan Didion, qui sont deux écrivains à succès. Dominique a alors grandi avec ses frères aînés qui s'appellent Griffin et Alexander, et malheureusement, quand elle avait 8 ans, ses parents se sont séparés. Après ça, j'ai vu qu'elle avait énormément voyagé dans plusieurs états différents, mais je sais pas trop si elle était plutôt avec sa mère ou avec son père. Mais en tout cas, je sais qu'elle a fréquenté plusieurs écoles, notamment à Los Angeles, mais aussi dans le Connecticut et au Colorado. Finalement, à 18 ans, elle a obtenu son diplôme secondaire et elle a ensuite décidé de partir vivre pendant une année dans la ville de Florence, en Italie, pour y apprendre l'italien. En rentrant, elle a alors commencé à étudier pour devenir comédienne. Elle a d'ailleurs suivi l'atelier du réalisateur Milton Katselas, ce qui lui a ouvert les portes du monde du théâtre. Grâce à ça, elle a pu avoir plusieurs petits rôles sur scène, notamment dans la pièce West Side Story, mais également dans la pièce de théâtre The Mousetrap et My Three Angels. Par la suite, en 1979, alors qu'elle avait 20 ans, elle a eu son premier rôle dans un téléfilm qui s'appelait Diary of a Teenage Hitchhiker, où elle jouait d'ailleurs le rôle de Kathy Robinson, qui était un des rôles principaux. Ensuite, elle a obtenu des rôles secondaires dans plusieurs séries télé dans les années 80. Mais voilà, en 1981, elle va enfin faire son entrée dans le monde du cinéma parce qu'elle va avoir un rôle dans le film d'horreur Poltergeist, film produit par Steven Spielberg et réalisé par Tobe Hooper. Dedans, elle incarnait alors le rôle de Dana, la fille aînée de la famille Freeling, donc la famille qui va être hantée par un esprit malveillant. Au final, le film va avoir un énorme succès, comme vous le savez sans doute, et c'était donc le premier rôle au cinéma de Dominique, et le film était devenu le 8e film le plus rentable de 1982 et a même été nommé pour 3 Oscars. Aujourd'hui, je pense même que le film Poltergeist, donc de 1982, est ancré dans les classiques de l'horreur. Mais revenons-en un petit peu à Dominique. La même année, donc toujours en 1981, Dominique habitait à Los Angeles et un beau jour, elle a participé à une fête dans un restaurant populaire qui s'appelait Ma Maison. Là-bas, elle va alors y rencontrer un certain John Thomas Sweeney, qui était en fait le sous-chef du restaurant. Les deux ont alors parlé et immédiatement, ils se sont bien entendus. Ils vont alors se revoir, ils vont vite se mettre en couple et d'ailleurs tout va aller très très vite parce qu'après une semaine de relation, Dominique va proposer à John de venir habiter chez elle. Elle habitait en fait dans une maison de 1 chambre qui se situait à West Hollywood, donc clairement un quartier fréquenté par pas mal de personnalités importantes, et sa maison se situait sur l'avenue Rangley.
Par contre, quelques jours, quelques semaines après que John ait commencé à habiter chez elle, eh bien Dominique va se rendre compte qu'en réalité, il semblait être très jaloux et même très possessif. Ça a d'ailleurs vraiment vite détérioré leur relation qui en plus était très récente. Le couple se disputait fréquemment et les choses ont vite dégénéré car au bout de quelques temps, eh bien John a même commencé à être violent physiquement avec Dominique. On sait d'ailleurs que le 27 août 1982, Dominique avait fui sa propre maison pour se réfugier chez sa mère et elle lui avait alors expliqué que John l'avait frappé et lui avait arraché plusieurs poignées de cheveux. Pour vous dire, ce jour-là, John avait même fini par se rendre lui-même au domicile de la mère de Dominique et avait frappé à la porte et aux fenêtres pour essayer d'entrer. Hélène, donc la maman, avait alors fini par lui dire de partir et l'avait même menacé d'appeler la police. Heureusement, et bien suite à ça, John avait fini par partir. Au bout de quelques jours, et bien les choses ont commencé à se calmer. Dominique a appelé plusieurs fois John et finalement, eh bien, elle est retournée vivre dans sa propre maison qu'elle partageait donc avec John. Et suite à ça, d'ailleurs, les deux ont repris leur relation. Évidemment, c'était une relation abusive, elle était loin d'être saine, mais je pense effectivement que Dominique était aussi fortement sous son emprise. En tout cas, une autre grosse dispute de ce genre va avoir lieu un mois plus tard, le 26 septembre 1982. Ce jour-là, John avait attrapé Dominique à la gorge et l'avait jeté par terre. Après ça, il avait commencé à l'étrangler, mais heureusement, un ami du couple qui séjournait justement chez eux à ce moment-là a entendu les cris, il a entendu un bruit sourd. Il a donc été voir ce qu'il se passait et c'est là qu'il a vu la scène et qu'il a réussi à arrêter John. Mais clairement, sans son aide, je ne sais pas du tout jusqu'où John aurait pu aller. Et d'ailleurs, Dominique elle-même dira à son amie qu'heureusement qu'il était là parce que, selon elle, John voulait vraiment la tuer. Mais bon, John avait fini par tout nier, il avait simplement dit que oui, ça avait un petit peu dégénéré, mais à aucun moment il avait vraiment fait du mal à Dominique. Et après ça, il a simplement été se coucher dans sa chambre. Et d'ailleurs, une fois qu'il était dans le lit, il a demandé à Dominique de venir le rejoindre. Dominique avait alors fait semblant de lui obéir, mais finalement, eh bien, elle s'était enfuie de sa maison en passant par la fenêtre de la salle de bain. Elle avait ensuite couru vers sa voiture et au même moment, John, qui l'avait entendu, arrivait à sauter sur le toit de la voiture pour éviter qu'elle ne démarre. Donc clairement ici on était vraiment face à une scène de film en soi. Mais bon, Dominique dans la voiture voulait vraiment partir, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a démarré le moteur, elle a commencé à avancer petit à petit, et finalement, eh bien, John a sauté du toit de la voiture, et c'est comme ça que Dominique a pu s'enfuir. Elle s'est alors encore une fois réfugiée chez sa mère, et quelques jours plus tard, elle a fini par rappeler John et a mis fin à sa relation avec lui. Cette fois, c'était vraiment définitif, elle savait que les choses avaient été beaucoup trop loin, et elle ne voulait plus du tout avoir de nouveau affaire à lui. Elle va même lui demander de partir de sa maison. Finalement, une fois que John a été mis à la porte, elle a fait changer toutes les serrures et est revenue habiter dans sa maison. Mais à présent, plongeons-nous dans la journée du samedi 30 octobre 1982. C'était donc quelques semaines après la rupture et Dominique passait la journée chez elle dans sa maison à West Hollywood. Elle avait en fait un rôle assez important dans la mini-série V et elle devait donc répéter certaines scènes. D'ailleurs, ce jour-là, elle n'était pas seule, l'acteur David Packer était là aussi et il répétait des scènes avec elle. À un moment donné, pendant la journée, eh bien, Dominique a appelé l'une de ses amies, mais voilà, pendant l'appel, eh bien, elle va sembler paniquer. En fait, elle va dire à son amie qu'elle pensait que quelqu'un était devant sa porte, elle va un petit peu regarder, et là, elle va avoir l'air assez surprise et elle va dire « Oh mon Dieu, c'est John ». Elle avait clairement l'air stressée, donc elle va dire à son amie qu'elle la rappellerait plus tard, le temps d'essayer de convaincre John de partir. C'est donc ce qu'elle va faire, elle va parler à John de l'autre côté de la porte, elle va lui dire « Je veux que tu partes », et effectivement, eh bien John est parti. Mais voilà, 10 minutes plus tard, eh bien il va encore une fois revenir. Encore une fois, Dominique a essayé de lui parler à travers la porte d'entrée qui était donc verrouillée. Vraiment, elle avait peur de lui, mais John voulait absolument lui parler face à face. Et donc au final, elle a fini par accepter de lui parler sur le porche devant sa maison. Elle ne voulait pas du tout le faire entrer chez elle. Pendant ce temps-là, l'acteur David Packer, donc avec qui Dominique répétait, était toujours à l'intérieur de la maison. D'ailleurs, il était au courant de la situation, il savait à quel point John pouvait être dangereux, donc autant vous dire qu'il n'était pas totalement à l'aise. D'ailleurs, pour être sûr que tout se passe bien, il s'est mis contre la porte d'entrée et il a écouté ce qui se passait pour être sûr que les choses ne dégénèrent pas.
Mais bon, c'est là qu'il a entendu que Dominique et John étaient en train de se disputer. Et puis d'un coup, il a entendu ce qui ressemble à 2 claquements, puis 2 cris qui venaient sans doute de Dominique, et puis un énorme bruit sourd. Après ça, plus rien. Il a donc rapidement imaginé le pire et il a décidé d'appeler la police. Malheureusement, l'agent de police au téléphone lui dira que le domicile de Dominique ne relevait pas de sa juridiction et donc qu'il ne pouvait rien faire. D'ailleurs, il n'a pas non plus apporté de vraies solutions au problème et donc suite à ça, David Baker a décidé d'appeler l'un de ses amis à lui et il lui a dit que si jamais il était retrouvé mort, ce serait John Sweeney qui l'avait tué. En fait, vu que la police ne voulait pas réagir, David s'est dit il faut juste que je prévienne quelqu'un pour dire que s'il nous arrive quelque chose à Dominique et à moi, il faut qu'on sache que c'est John qui est derrière tout ça. En tout cas, après ça, David a décidé de sortir de la maison. Par contre, il n'est pas sorti par la porte d'entrée, c'était trop dangereux. Il est sorti par la porte arrière et puis il a longé l'allée pour rejoindre le trottoir. Mais au moment où il est arrivé devant la maison, c'est là qu'il a vu Dominique allongée au sol dans les buissons et John agenouillé au-dessus d'elle. À ce moment-là, John s'est tourné vers David. David a eu extrêmement peur pour lui. Mais John n'a pas bougé et il a simplement demandé à David d'appeler la police. C'est ce que David a fait, il est de nouveau rentré dans la maison, il a réessayé d'appeler la police et cette fois-ci, les agents ont accepté d'intervenir. Lorsque les agents sont arrivés, John était toujours à proximité du corps de Dominique, il n'avait pas vraiment bougé. Simplement, en voyant les policiers, John va déclarer « J'ai tué ma petite amie et j'ai essayé de me suicider ». L'ambulance est ensuite arrivée et il s'est avéré que Dominique était encore vivante. Elle a alors été transportée au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles où elle a été placée sous assistance respiratoire mais malheureusement elle n'a jamais repris conscience. En parallèle, il faut savoir que John a lui été arrêté par la police et il a été placé en détention provisoire. Mais pour en revenir quand même à Dominique, il faut savoir qu'un médecin a ensuite fait un scan de son cerveau et il a réalisé qu'à cause du manque d'oxygène dû à l'étranglement, il n'y avait plus aucune activité cérébrale. Le 4 novembre, donc 5 jours après l'agression, la famille de Dominique a alors pris la décision de la débrancher et de la laisser mourir. À partir de là, John a donc été officiellement accusé de meurtre. Lors de sa première audience devant le juge, John va se déclarer non coupable de meurtre au premier degré parce que selon lui, c'était un triste accident. Par contre, juste après ça, il va avoir une deuxième accusation sur le dos. Il sera accusé d'agression avec intention de causer des blessures corporelles graves. Cette accusation n'était pas relative au jour du meurtre, mais plutôt aux multiples coups qu'il avait donnés à Dominique tout au long de leur relation. Par rapport à ça, John reconnaîtra qu'effectivement, il avait eu une altercation physique avec Dominique le 26 septembre, donc la fois où il l'avait étranglée et qu'après ça, leur ami qui logeait chez eux l'avait arrêté. Mais il va vraiment minimiser les choses et il dira que là aussi, c'était juste un accident. D'ailleurs, il va y avoir une photo qui va beaucoup tourner où on voit Dominique avec des bleus un peu partout sur le visage. Et par rapport à cette photo, je pense que John avait dit que c'était faux ou qu'il en avait fait trop ou que c'est du maquillage. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais en tout cas, il a vraiment essayé de minimiser tout ce qu'il avait fait et presque de faire passer Dominique un peu pour une folle. En tout cas, le procès de John Sweeney s'est finalement ouvert au mois d'août 1983 et il a alors tenu à prendre la parole et il a témoigné qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à Dominique. Il dira d'ailleurs que le jour du meurtre, lorsqu'il est arrivé chez elle, il avait pour seul but de se réconcilier avec elle. Alors, juste, je vous préviens, accrochez-vous bien parce que après ça, John va dire sa version des faits et vraiment, c'est assez fou ce qu'il a inventé. En fait, il va expliquer au juge que ce jour-là, il était venu parce que c'est Dominique elle-même qui l'avait invité à le faire. Il affirmera aussi qu'ils avaient en réalité eu l'intention de réemménager ensemble dans la maison de Dominique et que les deux avaient parlé quotidiennement et qu'ils avaient même l'intention de se marier et d'avoir des enfants.
Alors, on sait évidemment que c'était très loin d'être le cas, vu que Dominique avait rompu avec lui et que c'était une rupture totalement définitive et ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Mais bon, John a eu l'air de penser que s'il racontait cette histoire, ça allait peut-être attendrir le jury. D'ailleurs, il va continuer et il dira que le soir du 30 octobre, lorsqu'il discutait sur le porche avec Dominique, eh bien, il aurait soudainement changé d'avis et lui aurait dit que finalement, elle ne voulait plus du tout se remettre avec lui. John expliquera alors que sur le coup de cette décision brutale de Dominique, cette décision inattendue selon lui, eh bien, il aurait tout simplement explosé. John dira également qu'il n'avait par contre aucun souvenir de l'attaque. En fait, son premier souvenir, ça a été après l'attaque, au moment où il a découvert qu'il était sur elle avec les mains autour de son cou. Il dira que c'est à ce moment-là qu'il s'était rendu compte qu'elle ne respirait plus et il aurait alors tenté de la réanimer, de la faire se lever, mais elle était inerte. Il dira même qu'ensuite il avait tenté de lui faire un massage cardiaque, mais que Dominique s'était mise à vomir. Et John dira d'ailleurs qu'à ce moment-là, lui aussi a vomi. Ensuite, après qu'il ait vomi, il se serait vraiment rendu compte de la situation et de ce qu'il va dire au tribunal. Il aurait ensuite couru dans la maison de Dominique et aurait pris des médicaments dans le but de mettre fin à ses jours et mourir à ses côtés. Mais bon, soi-disant, il aurait confondu 2 flacons de pilules et celle qu'il avait prise était en fait inoffensive. Par la suite, eh bien, la police serait donc arrivée et voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire de John. Histoire qui, vous vous rendez bien compte, doit être sans doute bien différente de la réalité. En tout cas, l'avocat commis d'office de John, qui s'appelait Michael Adelson, a alors soutenu que son client n'avait absolument pas prémédité son geste. Et d'ailleurs, il dira que tout ce qu'il avait fait, toute cette impulsion, n'avait pas été faite pour être malveillant, bien au contraire. Il a plutôt soutenu que John avait perdu tout contrôle et que son geste avait été fait dans le feu de la passion et c'était donc pour lui un crime passionnel motivé par l'amour qu'il avait pour Dominique. Du côté de l'accusation, la famille de Dominique va totalement nier le fait que Dominique voulait se réconcilier avec John. Ils diront plutôt que cette nuit-là, eh bien John s'était rendu au domicile de Dominique dans le but de la convaincre, voire de la forcer à se réconcilier avec lui. Mais bon, les deux étaient en rupture permanente et sa famille dira que Dominique ne voulait absolument pas se réconcilier avec lui. Aussi, l'accusation, mais également les enquêteurs ont rejeté la version des faits de John, comme quoi il aurait essayé de mettre fin à ses jours vu qu'il n'y avait aucune preuve matérielle qu'il avait consommé des pilules. Par la suite, les agents de police qui avaient été appelés sur place vont également venir témoigner au procès. Ils diront que le 30 octobre, quand ils étaient arrivés devant la maison de Dominique, ils avaient trouvé donc le corps de Dominique sur le sol et John couché à côté d'elle. Ils diront alors qu'à ce moment-là, John avait l'air calme et même assez serein. Un des policiers va même redire une phrase que John lui avait dit à ce moment-là. « Mec, j'ai tout gâché. Je l'ai tué. Je pensais pas l'avoir étranglé si fort, mais je sais pas. Je n'arrêtais pas de l'étrangler, j'ai juste perdu mon sang-froid et j'ai tout foutu en l'air. » Le médecin légiste qui avait autopsié le corps de Dominique va aussi venir témoigner et il révélera que Dominique avait été étranglée pendant au moins 3 minutes. Le fait que l'étranglement ait pu durer si longtemps laissait donc penser que John savait en réalité ce qu'il faisait. Selon l'accusation, pendant ces 3 minutes, John aurait sans doute eu le temps de se rendre compte qu'il était en train d'étrangler Dominique. Il aurait pu comprendre ses actions, comprendre ce qu'il était en train de faire et donc s'arrêter. Donc voilà, toujours selon eux, c'est presque impossible qu'il l'ait tué sans s'en rendre compte. Par la suite, l'ex-petite amie de John viendra elle aussi témoigner au procès. Par contre, chose très importante à préciser. Il a été demandé qu'elle ne témoigne pas devant le jury. Il était donc prévu que le juge décide après son témoignage si le jury devait être au courant ou non de son témoignage. Mais voilà, donc ça, on y reviendra, mais parlons de son témoignage. L'ex-petite amie s'appelait Lillian Pierce et elle était sortie avec John de 1977 à 1980. Par contre, pendant ces années-là, les deux avaient quand même rompu à plusieurs reprises. Mais en tout cas, Lillian dira que pendant sa relation avec John, il l'avait agressée à 10 reprises et elle avait d'ailleurs dû être 2 fois hospitalisée à cause des blessures qu'elle avait subies. Au cours de ces agressions, elle a d'ailleurs eu une
perforation du tympan, un de ses poumons s'était décroché et elle a également eu le nez cassé. Tout ça en plus de tous les coups, les bleus qu'elle avait sur son corps, etc. Mais attendez, parce que là encore, je pense que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Lillian faisait donc ce témoignage devant toute la cour, sans le jury, mais John, lui, était là. Eh bien John, en l'écoutant, est devenu enragé et d'un coup il s'est levé de son siège et a couru vers le cabinet du juge, sans doute dans le but d'attaquer Lillian. Mais bon, heureusement il a fini par être maîtrisé par 2 huissiers et 4 gardes armés avant d'être menotté à sa chaise. Par la suite, il s'est alors mis à pleurer et il s'est excusé face au juge d'avoir perdu son sang-froid et le juge a accepté ses excuses. Mais voilà, en tout cas après ça, la défense va demander à ce que les membres du jury ne soient pas mis au courant du discours de Lillian Pierce parce qu'il était trop préjudiciable pour son client et le juge a accepté. Donc ça veut dire que le jury qui est chargé de déclarer coupable ou non John du meurtre de Dominique n'a pas été mis au courant de tout ce qu'il avait fait subir à son ex-petite amie. Le fait que le juge ait accepté de cacher ça paraît vraiment totalement dingue. Mais attendez, parce que le 29 août, l'avocat de John va également demander au juge de prendre la décision qu'il manquait trop de preuves pour accuser John du meurtre au premier degré de Dominique. Selon lui, il manquait énormément de preuves montrant qu'il y avait préméditation et donc sans ça, eh bien, on ne pouvait pas clairement dire que c'était un meurtre au premier degré. Le juge a alors accordé cette demande et finalement, après que les jurés aient revu l'entièreté du dossier, le 21 septembre 1983, le jury va acquitter John pour sa condamnation de meurtre au premier et au deuxième degré. À la place, eh bien, il sera seulement déclaré coupable d'homicide involontaire. Il a également été reconnu coupable de voies de fait pour l'altercation contre Dominique qui était survenue le 26 septembre 1982 lorsqu'il l'avait étranglé à son domicile. Le mois d'après, eh bien, John a été condamné à 6 ans de prison pour homicide involontaire, ce qui était la peine maximale pour un homicide involontaire, et il a également reçu 6 mois de prison supplémentaires pour son agression. Je pense qu'on peut s'en douter, mais la famille de Dominique a été scandalisée par le verdict et ils ont donc crié à l'injustice. D'ailleurs, le père de Dominique va dire que ce n'était pas normal du tout que le juge ait décidé de cacher le témoignage de l'ex-petite amie à l'ensemble des jurés. Clairement, s'ils avaient entendu son témoignage, les jurés auraient pu se rendre compte à quel point John était dangereux et à quel point il était plus que probable qu'il recommence à être violent avec les prochaines femmes qu'il croiserait dans sa vie. En tout cas, par la suite, le groupe de défense des droits des victimes, qui s'appelle Victims for Victims, a décidé d'aider la famille de Dominique et a protesté contre le verdict en organisant une manifestation devant le palais de justice. Plusieurs médias ont également débattu des événements du procès, certains ont d'ailleurs vivement critiqué les décisions du juge, qui selon beaucoup montraient qu'il n'était pas impartial. On avait clairement l'impression qu'il avait une préférence visible pour le parti de la défense. En tout cas, suite à ça, l'organisme Victims for Victims n'a pas du tout laissé tomber la famille de Dominique. Ils ont d'ailleurs conseillé à son père de tout écrire dans un journal, ce qu'il a fait, et suite à ça, il a alors publié tout son récit dans un article intitulé « Justice, récit d'un père sur le procès de l'assassin de sa fille ». L'article a d'ailleurs été publié dans le journal Vanity Fair en mars 1984. Par la suite, 1 an après la mort de sa fille, Hélène a fondé un groupe de défense des droits des victimes qu'elle a appelé Justice for Homicide Victims, du côté de John Sweeney. Il a donc été incarcéré dans la prison de Susanville en Californie et a été libéré sous caution en septembre 1986 après avoir passé seulement 3 ans, 7 mois et 27 jours en prison. Après sa libération, il a alors commencé à travailler comme chef cuisinier dans un restaurant haut de gamme de Santa Monica en Californie. Évidemment, là encore, la famille de Dominique a été révoltée et ils ont décidé d'aller tous les jours devant le restaurant où il travaillait pour distribuer des flyers à tous les clients qui rentraient.
D'ailleurs, sur ces dépliants, il était écrit « La nourriture que vous mangerez ce soir a été préparée par les mains qui ont tué Dominique Dunne ». Et au final, ça a marché parce que peu de temps après ça, John a quitté son emploi et il a quitté la ville de Los Angeles. Mais attendez, parce que, encore une fois, les choses ne s'arrêtent pas là. À la fin des années 80, le père de Dominique va être contacté par un médecin en Floride. Il lui dira qu'il avait lu son article dans Vanity Fair parlant de la mort de sa fille et du procès injuste. Le médecin dira alors que suite à cette lecture, il était assez inquiet parce que sa fille venait de se fiancer à un chef cuistot du nom de John Sweeney. Il a alors demandé au père de Dominique s'il pensait que cet homme était bel et bien l'assassin de sa fille ou s'il s'agissait d'une pure coïncidence. Le père de Dominique a alors enquêté et effectivement, il s'agissait bien du John Sweeney qui avait assassiné sa fille. Donc suite à ça, la famille de Dominique a contacté elle-même la fille de ce fameux médecin et ils lui ont expliqué toute l'histoire. Et puis, ils lui ont aussi demandé de reconsidérer la question de ses fiançailles avec John. Là, évidemment, John Sweeney a réagi et a alors accusé la famille de Dominique de harcèlement. Et puis ensuite, dans le but d'éviter ce genre de problème dans la suite de sa vie, John Sweeney a décidé de changer de nom. Je pense qu'il s'appelle toujours John, mais il a changé de nom de famille. En tout cas, après ce changement de nom, l'histoire a fini par se tasser. La famille de Dominique a d'ailleurs décidé d'essayer de tourner la page et au final, sa mère qui était déjà malade est décédée en 1997 et son père est lui décédé en 2009. Pour ce qui est de John, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est sans doute toujours vivant aujourd'hui, mais voilà, on ne sait pas quel est son nom de famille, on ne sait pas où il vit. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Je suis la première très souvent à essayer de comprendre les personnes qui peuvent souffrir de troubles mentaux, etc., qui ont des pertes de mémoire par rapport à un événement précis, etc. Mais ici, sincèrement, ce qu'a fait John Sweeney est inexcusable et j'ai beaucoup de doutes qu'il ait vraiment pas compris ce qu'il faisait. J'espère sincèrement que les parents de Dominique ont pu terminer leur vie en étant un petit peu plus sereins, même si justice n'a pas totalement été rendue, n'a même pas vraiment été rendue. Voilà, j'espère que malgré tout, ça a été un petit peu mieux pour eux dans leur vie et qu'ils ont réussi à s'apaiser. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous êtes trop mignons parce qu'en commentaire, vous remerciez souvent Sean, donc mon copain, monteur des vidéos. Et je trouve ça beaucoup trop chaud que vous pensiez à lui. Voilà, ça me fait chaud au cœur et ça lui fait chaud au cœur. Et voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!